bonsoir. On va commencer, hein, puisque voilà, j'admettrai les arrivants les uns après les autres. Donc je suis ravi de vous accueillir, hein, pour cette conférence, cette première conférence de l'année, qui est organisée par HEM Santé, donc la première business school spécialisée dans le domaine de la santé. Et donc pour présenter une conférence qui va être donnée par Serge Guérin qui est un célèbre sociologue qui intervient en particulier sur justement les maladies rares, qui est spécialiste de la sociologie de la santé, qui a participé à un rapport sur les maladies rares en mars 2023 dans le cadre de l'Observatoire justement sur les maladies rares. Donc, bonsoir, bonsoir Serge Guérin. Comment allez-vous? Bonsoir, Voilà, vous allez bien? fort bien et vous? Bah, écoutez, ça va, on est on 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 lutte avec la technique. Donc voilà, merci beaucoup, hein, pour avoir accepté cette invitation. Et donc, je vais vous laisser la parole. Alors, après votre exposé, votre intervention, évidemment, eh bien, je rendrai compte des questions qui auront été donc posées sur le chat, et vous pourrez y répondre. Donc, cette, heu, cette, heu cette communication va durer à peu près 60 minutes, 70 minutes, en fonction des questions, hein, donc nombreuses, j'imagine, qui vous seront posées, Serge Cherguin. Voilà, donc vous avez la parole, et puis, Merci, voilà, à vous. merci à vous, cher Eric. Alors, donc bonjour, bonjour à tous ou bonsoir. Nous sommes déjà en fin de journée. Alors, peut-être d'ailleurs commencer en se disant, mais pourquoi ce sujet-là? On va dire que maladie rare, il y a tellement d'autres sujets. C'est vrai que dans le domaine de la santé, les problématiques sont énormes. Il y a des problématiques économiques, il y a des problématiques d'organisation, il y a des problématiques de recherche sur tel ou tel type de maladie. Il y a une hausse comme jamais des maladies chroniques, par exemple. Il y a tous les effets des maladies autour du vieillissement de la population. Il y a, avec la Covid, ça a été beaucoup plus présent, mais évidemment, ça existait avant, mais ça a connu un accroissement très très fort. Ce sont toutes les problématiques de santé mentale. On voit, on a vraiment beaucoup de questions. Et on a bien sûr les enjeux autour des cancers, parfois d'éléments plus spécifiques. Bah, voilà, c'est quand même très, 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 très large. Il y a la question des métiers, des professions. On peut estimer qu'il y a 3 millions de personnes qui, peu ou prou, travaillent dans le secteur de la santé. On pense évidemment aux médecins, mais il y a bien d'autres professions soignantes, paramédicales ou approchant, et finalement même les personnes qui sont un peu plus loin, mais qui finalement participent très très directement du soin, sont aussi à prendre en compte. Et dans toutes ces problématiques-là, il y a la question des maladies rares. Alors, les maladies rares, c'est à la fois, on pourrait se dire tiens, c'est anecdotique, et en même temps, pas du tout. Pourquoi c'est pas anecdotique? Parce que bien sûr que le terme rare presque pourrait induire en erreur. Bah, si c'est rare, c'est que ça concerne pas grand monde. Et c'est vrai que chaque maladie en soi est une maladie qui concerne parfois très très peu de gens, parfois c'est 3 personnes dans le pays par exemple, parfois c'est un peu plus. Voilà. Le- L'Organisation mondiale de la santé, dans les années 80, a commencé à chercher à définir qu'est-ce que c'était que ces maladies rares. Enfin, qu'est-ce que je dis, elles ont commencé à réfléchir dans les années 60. Et puis l'Union européenne s'est aussi intéressée à la question, et elle c'était un peu plus tard. Et globalement, la Commission européenne a défini dans les années 80 qu'une maladie rare, c'est une maladie qui touchait moins de 10 000 personnes dans toute l'Europe. Donc, on est donc sur des quantités vraiment assez réduites. Voilà. Mais si on reste sur la France, si chaque maladie rare est extrêmement rare, ce qui pose d'ailleurs aussi une question, c'est du coup, mais pourquoi moi? On est toujours à se dire, mais pourquoi j'ai cette maladie? Pourquoi j'ai tel ou tel problème? Mais d'une certaine manière, on se dit, oui, mais en même temps, voilà, d'autres sont touchés. Quand c'est une maladie rare, c'est de se dire, oh, enfin, c'est vraiment pas de chance, quoi, d'une certaine manière, hein. Il y a vraiment cet élément-là qui est très, très dur à vivre. On estime en France que 3 millions de personnes sont touchées par une maladie rare. Donc, vous voyez tout de suite, quand je dis 3 millions de personnes, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 5% de la population française.
sachant qu'un certain nombre de personnes ne sont pas diagnostiquées. Donc voilà, plus de 5% de la population française est touchée par une maladie rare. Si je rajoute les familles, euh, parce que 75% des patients touchés par une maladie rare sont des enfants, et la moitié a moins de 5 ans. Donc, vous voyez qu'on est quand même sur une maladie très fortement euh, touchant les enfants, et donc sur laquelle les parents ont un rôle, ont une place absolument prépondérante. Donc si on rajoute les 3 millions, si on rajoute les parents, si on rajoute les gens qui travaillent peu ou prou dans le secteur, finalement, il y a à peu près 10 millions de personnes en France qui sont concernées très directement par les maladies rares. Vous voyez que de maladies rares, on passe à 10 millions de personnes, ça veut dire un sixième de la population. Donc là, évidemment, on est sur des scores, sur des chiffres extrêmement importants. Donc on quitte cette notion de oh, c'est juste une petite maladie comme ça. Non, ce sont des maladies qui touchent énormément de personnes. Je crois que c'est vraiment un des premiers éléments à avoir en tête. Le deuxième élément, c'est, je disais, hein, c'est bon, d'abord, ça touche très très largement les enfants, euh, et en particulier les moins de 5 ans. Et on estime que les maladies rares sont responsables de plus de 10% des décès entre 1 et 5 ans. C'est-à-dire qu'entre 1 et 5 ans, les enfants de 1 à 5 ans, 10% des morts de ces enfants sont liés, sont dus aux maladies rares. Donc vous voyez qu'encore une fois, ce terme maladie rare peut s'entendre en disant, bah, si ça touche 10% de la mortalité des enfants, ça devient des chiffres absolument hyper impressionnants, hyper importants. Donc on voit bien que d'un côté, maladie rare reste une maladie rare, parce que chaque maladie, encore une fois, touche très très peu de personnes, mais l'ensemble finit par toucher un grand nombre de personnes. On estime qu'aujourd'hui, mais la science avance, la recherche avance, 3200 gènes ont été identifiés comme étant responsables de ces maladies rares. Donc 3 millions, mais aussi 3200 gènes qui ont produit, qui sont responsables de ces maladies rares. Pourquoi je parle de gènes? Parce qu'on est, enfin, c'est pas on estime, voilà, les études scientifiques montrent que 80% des maladies rares sont d'origine génétique. À 80%, si une personne est touchée par une maladie rare, c'est pour une raison génétique. À 20%, d'ailleurs souvent pour les 20% autres, ça se déclare plus tardivement, et c'est une maladie qui était déjà là et qui apparaît pour une raison X, X, Y. Donc vous voyez que si je continue juste sur les chiffres, vous voyez qu'à chaque fois, on augmente, on accroît les responsabilités. Si je quitte la France et si je vais sur l'Union européenne, je disais tout à l'heure, hein, la Commission européenne a dit, globalement, c'est une maladie qui touche moins de 1 personne sur 10 000 habitants de l'Europe. Mais ça fait entre 27 et 36 millions de personnes en Europe qui sont atteintes d'une maladie rare. Sachant qu'encore une fois, beaucoup de ces malades rares décèdent très très tôt. Donc finalement, il y a aussi moins de gens qui sont touchés par une maladie rare parce que l'espérance de vie des personnes touchées par une maladie rare est extrêmement, et dans beaucoup de cas, extrêmement réduite, même si, et heureusement, la science, la recherche, des protocoles, des médicaments, des solutions ont fait qu'elles permettent à certaines personnes de vivre. J'ai interviewé des gens qui étaient arrivés à un âge assez avancé avec une maladie rare, avec un mode de vie évidemment un peu compliqué avec cela, mais qui leur a permis en même temps de pouvoir vivre beaucoup plus fortement. Il faut être très clair, ces personnes que j'ai pu interviewer en France, qui vivent avec ces maladies rares, il y a plein d'autres pays où je n'aurais pas pu les interviewer parce qu'elles n'auraient pas eu accès à un niveau de médication, à un niveau de recherche, à un niveau de soins qui est propre à quelques pays riches et qui est propre à quelques pays qui ont à la fois pu développer cette recherche, pu développer des solutions et pu aussi financer l'accès à tout cela. Donc c'est aussi le propre de pays encore riches comme le nôtre qui peuvent aussi se permettre de faire ce type de choses. Et les gens sont bien conscients que être né ailleurs aurait conduit sans doute à ce qu'ils ne puissent pas vivre très longtemps avec telle ou telle de ces maladies. Mais encore une fois, dans bien des cas, avec tous les développements de recherche, avec tous les investissements, eh bien la science n'est que la science, elle avance pas à pas, et donc pour plein de maladies, elle n'a pas pu trouver encore de solution. Encore une fois, la science, à la fois, elle trouve des solutions, mais déjà, simplement, elle découvre des raisons, elle découvre des gènes. Et en découvrant un gène, ensuite, il faut avoir découvert le gène pour ensuite essayer de trouver une piste
médicamenteuses ou d'autres manières d'amener une qualité de vie, une meilleure qualité de vie, une meilleure réponse, et ainsi de suite. Je disais 27 à 36 millions de patients pour toute l'Europe touchés par la maladie rare. Et si je vais sur le monde entier, on estime, c'est des estimations, c'est compliqué dans certains pays d'avoir, mais globalement, on estime que 350 millions de personnes dans le monde sont des patients atteints d'une maladie rare. Donc vous voyez, ces maladies rares ne sont pas si rares que ça. À l'échelle de l'humanité, on arrive à des chiffres quand même puissants. 350 millions de patients, c'est pas très loin de la population de l'Union européenne. C'est comme si tout le continent européen, finalement, était touché par ces maladies. Là, tout de suite, on dit, ah oui, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, ce n'est pas un petit sujet comme ça. Et on estime aujourd'hui, je disais 3200 gènes, et en même temps, on estime qu'il y a à peu près 7000, 7500 maladies rares identifiées. Certains scientifiques m'ont dit que on pouvait estimer qu'il y en avait autant qui n'avaient toujours pas été repérés. C'est-à-dire que parfois, les gens meurent, on dit, bah, tiens, pourquoi est-il mort? Et en fait, on n'en sait rien. Et dans certains cas, c'est parce que cette personne-là a été touchée par une maladie rare que l'on n'a pas pu encore, qu'on n'a pas su encore identifier. Et bien sûr que si c'est 3 personnes dans un pays, il est extrêmement difficile de les identifier. Il faut faire vraiment des recherches, c'est aussi parfois du hasard. Hein. Tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà, c'est des équipes et ainsi de suite. Mais il y a tout ça qui doit être pris en compte. Ce que je voudrais dire aussi, toujours dans cette introduction, c'est dans 65% des cas, ces maladies rares sont graves et invalidantes. C'est-à-dire qu'on peut vivre assez communément, je dirais, avec une maladie rare, parce que dans certains cas, elles ne sont pas si graves que ça, elles ne sont pas trop invalidantes. Je dis bien pas trop invalidantes. Et donc finalement, on arrive à vivre, je ne dis pas normalement, mais d'une certaine manière assez, ou en tout cas de l'œil extérieur, relativement normalement. Et parfois d'ailleurs sans que, non pas les proches, non pas les plus proches, mais en tout cas des voisins, des gens avec qui vous travaillez, ne s'en aperçoivent pas si vous avez fait le choix, par exemple, de ne pas en parler pour, voilà, pour une raison X ou Y, parce que vous n'avez pas envie que ça se sache, parce que vous n'avez pas envie de passer pour quelqu'un un peu victime, parce que vous n'avez pas envie parfois, en disant: «Ah, elle est touchée par une maladie rare, je vais peut-être pas, lui donner une promotion, je vais peut-être pas trop investir sur cette personne», ainsi de suite. Donc parfois, y compris pour, garder, un espoir aussi ou une envie ou une ambition, professionnelle par exemple, je vais parfois, quand je le peux, cacher, cette maladie rare si elle n'est pas trop grave et si elle n'est pas trop invalidante. Parfois, elles produisent des douleurs, chroniques. Dans 20 des cas, on estime que ça produit des douleurs chroniques. Donc il y a des moments où ça va plutôt bien et des moments où c'est, extrêmement dur, voire même, quasi insupportable. Elles produisent dans 50 des cas un déficit moteur, sensoriel ou intellectuel. Donc elles produisent des effets, pas toujours tout de suite d'ailleurs, ça peut être aussi des effets au long cours, avec des effets qui vont s'aggraver au fil du temps. Et dans un tiers des cas, l'incapacité qui s'organise devient réduite très très fortement, voire quasiment nuit à l'autonomie. Vous voyez que. Et puis, dans la moitié des cas, le pronostic vital est engagé à un moment ou à un autre. Hein. Quand je vous disais que les maladies rares sont responsables de 10% des décès entre 1 et 5 ans, vous voyez bien, voilà. Et je ne compte pas, hein, puisque comme ça que l'on calcule, les décès, morts prématurés, avant même la première année. Voilà un petit peu pour fixer le cadre euh, de, ce, oui, de cette situation. Euh, Ce qu'il faut peut-être dire là, j'ai été finalement assez, pas négatif, c'est juste, le réel, mais le réel n'est pas toujours, positif. Même si encore une fois, il y a des progrès incroyables qui ont été faits, il y a des choses qui se passent, fort bien. Je crois qu'à ce moment-là de l'intervention, je pense qu'il est bon de simplement dire que finalement, maladie rare et santé publique, on pourrait dire. Maladie rare et comment ça s'organise en France. J'avais dit un peu comme ça, qu'il y avait une sorte d'exception française, là aussi. Vous savez, le terme exception française, alors, c'est pas Éric Cobas qui est à la fois un philosophe et quelqu'un de grande de grande connaissance des humanités qui sera surpris, mais la notion d'exception française avait été lancée sur la question de l'exception culturelle. Il y a une exception culturelle,
le prix unique du livre, par exemple, un certain nombre de choses de ce type-là qui ont été, qui ont été mises en œuvre. Et ce terme exception, parfois de manière positive, parfois de manière plus négative, on parle souvent de l'exception française. Et encore une fois, quand on a parlé de l'exception culturelle, c'était aussi combien l'État soutenait euh, la culture de manière beaucoup plus vive, beaucoup plus forte que dans bien d'autres pays, ce qui fait que, par exemple, on a un réseau de libraires indépendants unique au monde, et par exemple, le prix unique du livre a d'ailleurs été copié par d'autres pays. J'arrête sur la culture et je reviens sur la santé. Là aussi, la France a été vraiment pionnière, on peut le dire, hein. Je ne sais pas de faire un cocorico par prétention, mais de fait, la France a été vraiment pionnière dans les plans de santé publique, dans les plans de santé autour des maladies rares. En fait, l'idée a été à un moment donné de dire il y a des enjeux spécifiques. Les maladies rares ne sont pas des maladies comme des autres. Euh, Au-delà du diagnostic, au-delà de toutes les difficultés, parce qu'elles sont rares. Et du coup, elles ne peuvent pas se traiter de la même manière. Et donc, il a été décidé par l'État, mais en conjonction, hein, il y a eu des rapports parlementaires, il y a eu des chercheurs, il y a eu des professeurs de médecine, il y a eu des patients. Voilà. Et donc, tout le monde a poussé à ce qu'à un moment ou à un autre, on se dise, il faut créer quelque chose autour de plans nationaux des maladies rares. Le premier a été créé en 2005. Euh, L'État est habitué aussi, alors sous la présidence de Jacques Chirac, par exemple, il y a eu sur des plans cancer, par exemple. Il y a eu ensuite sur les plans Alzheimer, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc il y a eu souvent, certains présidents ont porté un projet de ce type en disant il y a besoin vraiment d'agir plus fortement. Et ça a donné une puissance à la recherche, ça a donné une puissance institutionnelle qui, du coup, bah, on met plus de moyens, mais aussi on écoute, on entend plus à la fois les chercheurs et les patients autour de ces éléments-là. Eh bien, un peu sur le même modèle, ont été créés les plans nationaux de maladies rares, et encore une fois, le premier a été créé en 2006. Et puis, un deuxième a été mis en 2011, et puis un troisième a été monté en 2018. Ces plans, ça veut dire sur un temps donné. Par exemple, 2006, 2011 ou 2006, 2010, voilà, c'est souvent sur des plans quinquennaux, le dernier étant le plan national de maladies rares numéro 3, monté en 2018, qui globalement c'est 2018-2022, a été prorogé en 2023. À chaque plan, euh, le ministère évidemment donnait des orientations, donnait des priorités. C'est ça aussi qui est intéressant. Le premier plan national maladies rares, l'idée c'était vraiment d'axer sur l'équité dans l'accès au diagnostic. J'y reviendrai parce que la question du diagnostic est absolument majeure. Et donc l'idée, c'est de se dire, il faut que les gens puissent savoir le plus vite possible dans quelle situation ils sont ou dans quelle situation leur enfant est. S'il n'y a pas de diagnostic, il est difficile évidemment d'agir. Donc, et ensuite, ça, c'est ensuite la prise en charge. Comment on organise la prise en charge, une nouvelle organisation, des réseaux de soins qui ont été mis en place. L'idée, ça a été de créer des centres de référence. Parce que finalement, je suis dans un endroit, je suis dans une grande ville, je suis dans une petite ville, je suis à la campagne, et je me retrouve dans cette situation-là. Et où vais-je? Le médecin généraliste, il n'est pas en capacité, il ne peut pas connaître 7000 maladies. C'est pas possible. Généralement, il en a peut-être entendu pendant ses études, mais de manière très très large. Il n'a pas fait une étude sur chacune des maladies rares. Et lui, généralement, dans sa pratique, il n'en a jamais vu. Donc, c'est comment il fait aussi pour dire, voilà, comment je fais. Et donc, l'idée, c'était de regrouper des centres de référence maladies rares, qui font aussi que des lieux où plusieurs chercheurs vont se retrouver pour justement développer une recherche ensemble. On sait bien que la recherche, elle a besoin aussi de moyens, elle a aussi de moyens intellectuels, de moyens humains, et de gens aussi qui vont se tester entre eux. Et donc, des équipes pluridisciplinaires ont été montées pour que justement, dans différentes, 23 filières se sont créées pour que des gens puissent travailler ensemble et coopérer, s'aider, rechercher ensemble. Voilà. Parce que, tiens, là, il y a une problématique qui est assez commune et comment on va la trouver. Et voilà, avec des réseaux de référence. Et il y a, je le rappelle, au niveau européen, il y a 24 réseaux de référence. Et puis, il y a eu aussi, plan national maladies rares, santé publique, ça veut dire aussi une discussion avec les laboratoires pharmaceutiques. Parce qu'à la fin, ou au milieu, je ne sais où je dois poser les choses, mais en tout cas, il faut bien que
solutions médicamenteuses, des solutions thérapeutiques soient mises en place. Et pour cela, même s'il y a une recherche fondamentale en France et une recherche qui se poursuit, il y a aussi besoin d'une transformation en médicaments. Et là, ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui sont, je dirais, en première ligne. Et donc, c'est aussi comment les Français, les habitants de la France, peuvent accéder à ces solutions. Donc ça a été mis en place avec aussi, évidemment, quand je parle d'accession, aussi comment on négocie les prix. Et donc, il y a une négociation spécifique autour, autour de cela avec un comité économique des produits de santé, en prenant en compte évidemment la question des maladies rares. Et puis, de l'argent a été mis tout simplement en avant, hein. Dans le premier plan maladie rare, c'était 26,5 à peu près de millions d'euros qui avaient été consacrés au programme hospitalier de recherche clinique, c'est-à-dire comment dans les CHU, comment on recherche autour de ces maladies rares. Le deuxième plan maladie rare, donc à partir de 2011, euh, c'était à la fois continuer ce qui a été fait, mais la structuration était assez forte et fonctionne plutôt bien. Donc l'idée, c'est surtout pas de tout recommencer, mais plutôt de renforcer les choses, d'amplifier, je dirais encore, la recherche et la coopération avec les autres acteurs européens et aussi internationale. Mais pas que l'idée, comme c'est aussi soutenu très fortement par l'Union européenne, c'est comment on travaille ensemble. Avec la création d'une banque nationale de données de maladies rares, pour que chacun puisse aussi avoir un même endroit, puisse aller chercher des éléments et qu'on ne réinvente pas l'eau chaude à chaque fois. Quand il y a une avancée, que les autres puissent aussi en bénéficier. Quand on a avancé sur un gène, qu'on puisse comprendre, ainsi de suite. Voilà. Donc là, ce sont des choses. Et puis, là aussi, l'amélioration de l'accès aux médicaments. Disons, comment fait-on pour encore renforcer l'accès aux médicaments? Encore une fois, ça veut dire qu'on parle de prix, on parle aussi de connaissances, on parle aussi de comment on négocie avec les laboratoires, aussi y compris en termes de coûts. Le plan national maladie rare numéro 3, donc celui de 2018, qui court encore d'une certaine façon, hein, 2018-2022, puis je vous dis qu'il a été un peu prorogé. Ça a été dans l'idée de comment on évalue plus fortement les médicaments que l'on trouve dans le domaine. Comment on évalue l'ensemble des traitements. Il y a des traitements médicamenteux, mais il y a d'autres formes de traitements thérapeutiques. Comment aussi on cherche à créer des comités consultatifs multidisciplinaires pour que d'autres acteurs puissent aussi contribuer à à ces recherches sur Madira. D'une certaine manière, le rapport dont parlait Eric Cobast tout à l'heure, c'est un rapport qui m'a été demandé sur l'aspect plus sociologique, c'est-à-dire se dire, mais bien sûr qu'il y a une recherche médicamenteuse, une recherche médicale extrêmement forte, mais il y a aussi besoin peut-être de comprendre comment les gens réagissent par rapport à cela, comment on fait face par rapport à l'annonce et tout ça. Et donc là, il y a aussi d'autres choses qui ont été mis en place. Vous voyez que et puis, il y a aussi, il faut le dire, chaque plan implique aussi une évaluation. Qu'est-ce que ça donnait? Est-ce qu'on est content de ce qui s'est passé? Est-ce qu'on se dit là-dessus, il faut travailler plus? Est-ce qu'il y a eu des choses qui disent, bah là, on est passé un petit peu à côté? Est-ce que, en termes de gouvernance, est-ce que c'est si efficace que ça? Oui, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Par exemple, en termes de gouvernance, apparaît aujourd'hui de manière plus forte que dans cette gouvernance, il faut aussi qu'il y ait plus de local. Il faut qu'il y ait aussi plus de personnes concernées directement, ou des patients, ou des associations de patients, ou des familles et des associations de familles. Là, de se dire, il y a besoin que les choses soient plus claires aussi pour qu'on s'y retrouve mieux, qu'on comprenne mieux. Donc, voilà, il y a des problématiques autour de ça assez fortes. Il y a des problématiques aussi autour de, on parle de banque de données, donc la législation est quand même très très forte là-dessus. Donc, est-ce qu'on est tout à fait au clair et, sur sur les questions juridiques? Et parfois, elles posent des grandes difficultés. Et puis, derrière tout ça, il y a aussi, sur un autre aspect, il y a toute la question génétique. Je ne suis absolument pas un spécialiste de la génétique. Euh, le hasard, je ne sais pas si le hasard, mais il se trouve que parmi les élus à l'Assemblée nationale, il y a un professeur de génétique qui s'appelle Philippe Berthat et qui donc à la fois est député, il a été élu du côté de Nîmes, c'est son deuxième mandat, et en même temps il est professeur de génétique. Et il a travaillé et il avait lui découvert certains gènes justement autour des maladies rares. Et donc c'est quelqu'un de très grande compétence et donc à l'Assemblée il y a une personne de ce type-là. Donc ça a poussé aussi évidemment sur ces questions-là. Parce que derrière, c'est la question du séquençage du génome.
pour arriver à mieux repérer. Et encore une fois, plus on repère, plus on est capable d'intervenir et de trouver, pas toujours des solutions, soyons honnêtes, mais en tout cas de trouver des pistes. Et puis, un séquençage le plus précoce possible permet aussi, parfois d'informer les parents beaucoup plus tôt et donc aussi de pouvoir prendre des décisions, à certains moments de tel ou tel. Donc vous voyez qu'on est aussi sur ces problématiques-là. Tout ça, ça a été les plans les plans nationaux, Mahdira. Je crois que c'est vraiment important et ce que je voulais dire là-dessus, heu et ça sera le 2e point, c'est une des questions les plus majeures et que moi j'ai découvert, hein, en faisant ce travail, c'est toute la question de l'errance, thérapeutique. Quand, vous avez un cancer du poumon, globalement assez vite, plus dans le système français, voilà, de dépistage et autres, assez vite on peut le savoir. Si tant est que vous soyez suivi un minimum par des médecins et autres. Et les médecins généralistes sont capables assez vite de repérer: «Oh ça sent le cancer du poumon, on va faire tel ou tel, examen et on saura, voilà, si ça a été pris tôt, pas tôt, voilà, ça aura des effets évidemment différents». Voilà, mais là on est sur des maladies encore une fois tellement rares qu'il est beaucoup plus difficile de, de, de savoir. On estime aujourd'hui que une personne sur deux seulement atteinte du Madeira dispose d'un diagnostic précis. Une personne sur deux. Ça, je le disais, hein, la moitié des Madeira ne sont pas repérés. Donc c'est quand même quelque chose qu'on ne retrouve dans quasiment aucun autre secteur. Euh, mais sur ces une sur deux, 25% ont dû attendre plus de 5 ans pour qu'on repère, pour qu'il y ait un diagnostic précis. C'est-à-dire pendant 5 ans, vous ne savez pas ce qui vous arrive, ou vous ne savez pas ce qui arrive à votre enfant, à votre bébé. Donc vous êtes quand même dans des interrogations abominables. Et donc vous allez passer d'un service à un autre, on va tester des choses, on va essayer de rechercher. Tout ça est aussi d'ailleurs douloureux pour la personne concernée directement, pour l'enfant, dont on ne sait pas toujours parce qu'il n'est pas au début doué de langage, hein, donc c'est aussi plus difficile pour faire savoir. Voilà. Et puis pour les familles et tout ça, c'est très douloureux, c'est coûteux en temps, c'est parfois, même si le système français fait que les gens ne dépensent pas, mais les transports, l'angoisse, prendre des jours de vacances, que sais-je encore, tout ça a aussi des effets économiques. Mais ça, évidemment, ça a d'abord des effets humains extrêmement importants. Euh, et donc cette errance thérapeutique, donc je vous dis, hein, plus de 5 ans pour 25% et plus d'un an et demi pour 50%. Vous voyez, donc à chaque fois, c'est quand même souvent très très difficile. Et un des projets, un des objets des plans nationaux Madeira, c'est vraiment de réduire cette errance thérapeutique. Mais pour la réduire, une partie du job, si je puis me permettre cette expression, c'est d'avancer dans la recherche. Parce que sinon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous ne repérez pas, si ça ne vous dit rien, vous dites, bah, c'est peut-être une maladie rare. Mais une fois que vous avez dit ça, vous n'avez aucune réponse possible. Et dans certains cas, d'ailleurs, vous dites, bah oui, on voit à peu près ce que ça peut être, mais nous n'avons pas de réponse thérapeutique à vous proposer. Et donc là, ce qu'on va proposer, c'est plutôt bah, une prise en soin psychologique, une prise en soin pour que l'être humain souffre le moins possible, et ainsi de suite. Et parfois, il n'y a pas de solution à ce moment-là. 39% des diagnostics ont été confirmés dans les centres de référence et des centres de compétences. C'est-à-dire ce qui a été monté grâce aux plans nationaux maladies rares. Vous voyez bien aussi l'efficacité de ce système. Et, euh, et faut dire aussi, je regardais, plus du tiers des patients disent qu'ils ont été victimes d'erreurs. Et parfois de plusieurs erreurs de diagnostic. Ah, ça doit être ça. Et donc on va commencer, on va investir, on va même proposer des solutions thérapeutiques, mais sauf qu'elles ne fonctionnent pas parce que c'était pas le bon diagnostic. Alors, il faut dire aussi, il y a la question des diagnostics et la question des symptômes. Certaines formes de diagnostic pourraient permettre de diagnostiquer, bien sûr, avant les symptômes, hein. Mais dans d'autres cas, c'est parce qu'il y a le symptôme qu'on se dit: «Ouh là là, il se passe quelque chose». Alors, dans quelques cas, c'est 2 des personnes touchées, c'est 2 avant la naissance, c'est 13 au moment de la naissance, où là, tout de suite, il y a suspicion, il y a tel ou tel élément. C'est 18 à moins de 2 ans. Donc vous voyez, on est déjà sur un tiers à moins de 2 ans, 16 entre 2 et 16 ans et puis ensuite, voilà, ensuite ça ça continue, mais là, c'est sur la question des symptômes et parfois les symptômes, on les a pas repérés, heu, de manière très forte.
Je tiens aussi à dire, j'ai parlé de diagnostic, point 2. Diagnostic, ça veut dire aussi, et là j'arrive d'une certaine manière au point 3, c'est une fois qu'on a le diagnostic, c'est pas parce qu'on a le diagnostic qu'on a le traitement. En tout cas, on peut n'avoir aucun traitement parce que finalement on ne connaît pas, on sait que c'est ça, mais comment on va y répondre et tout ça. On va avoir des traitements d'amélioration de la situation, mais pas des traitements directement sur la personne. Et quand on parle de traitement, ça peut être des traitements qui vont aider à vivre avec, mais ce ne sont pas nécessairement des traitements curatifs. 95% des maladies rares ne bénéficient à aujourd'hui d'aucun traitement curatif. 95%. C'est-à-dire que vous êtes touché par une maladie rare, vous allez vivre avec. Alors, vous me direz, il y a plein d'autres maladies chroniques sur lesquelles on vit avec, mais on ne répare pas en quelque sorte complètement. Il n'y a pas de traitement curatif. Dans le domaine du cancer, il y a beaucoup de traitements où finalement, euh, on s'en sort sauf rémission et autres, voilà, on se retrouve dans cette situation-là où finalement le cancer est terminé. Alors, il peut y avoir des rechutes et ainsi de suite, mais il y a une phase de rémission et après même on va considérer, ah, c'est bon, vous êtes sorti complètement de la phase. On voit ça dans d'autres, bien sûr, dans d'autres maladies. Vous voyez, quand vous cassez une jambe, bah, elle est réparée et c'est fini, on passe à autre chose de certaine manière. Sur la maladie rare, 95%, il n'y a aucun traitement curatif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des traitements, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des améliorations, il n'y a pas de traitement curatif. Je crois que c'est aussi vraiment quelque chose à prendre, à prendre en compte. Alors, il y a aussi, dans ce cadre-là, et donc c'était un peu ce, ce deuxième point autour du diagnostic, encore une fois, il faut vraiment se rendre compte de l'importance que ça a, de l'importance humaine, mais aussi de l'importance, parce que tant qu'on ne trouve pas le diagnostic, évidemment, on ne peut pas trouver la réponse ou une piste de réponse, même si, encore une fois, j'insiste, hein, 95% de maladies rares n'ont pas encore de traitement curatif. Alors, ça, c'est le point 3. La maladie, on vit avec, parfois de manière assez courte, parfois toute une vie. On vit avec soi, et la famille vit avec, les parents vivent avec, encore une fois, c'est très très fortement une maladie d'enfance. Voilà. Et puis, bah, le secteur de la santé, le secteur des laboratoires pharmaceutiques, bah, continue à essayer de trouver des solutions. En termes de vocabulaire, quand une maladie ne bénéficie pas de traitement efficace, c'est-à-dire pas de traitement qui a priori ou sont totalement curatifs ou permettent à la personne de vivre mieux, on parle de maladie orpheline. Et donc, du coup, on parle aussi parfois de médicaments orphelins qui, finalement, bon, sont un début de réponse, mais ne sont pas suffisants. Et on estime d'ailleurs que 12% des médicaments qui apparaissent sont des médicaments orphelins qui sont un début de piste de réponse, mais qui ne sont pas suffisamment efficaces pour ou régler complètement la maladie ou vraiment l'attaquer très très fortement. Mais vous voyez, quand même, 12%. C'est-à-dire qu'on voit aussi que la recherche médicale est puissante et qu'elle développe et qu'elle propose des pistes de solutions. 20% des essais cliniques, d'ailleurs en France, concernent les maladies rares. C'est énorme, 20% des effets cliniques, quand on regarde le nombre de personnes, hein. Alors, ce sont des. Et puis, 50% des nouvelles thérapies géniques euh, pourront bénéficier aux maladies rares. Parce que parfois, on trouve quelque chose sur un gène où finalement, ça peut aussi avoir des effets par rapport à la maladie rare. Donc, on voit bien que la thérapie génique est un des éléments, je parlais du professeur Bertha tout à l'heure, sont un des éléments qui permettent d'espérer des éléments parce qu'on trouve là des débuts de pistes ou des pistes très très fortes qui peuvent permettre de, pas nécessairement de résoudre, mais en tout cas d'améliorer sérieusement la situation. Donc on est aussi dans cette situation où une partie des essais cliniques se font sur le domaine, mais soyons très très clairs, on est aussi dans, dans un domaine, alors les plans nationaux de maladies rares le permettent parce qu'on flèche de l'argent, parce qu'on flèche des organisations, parce qu'on informe, parce qu'on sensibilise, mais par rapport aux besoins, évidemment, c'est souvent insuffisant. Et les laboratoires eux-mêmes, il faut être très clair, vous êtes un laboratoire, vous dépensez parfois des sommes extrêmement importantes, ça peut dépasser le milliard pour trouver le médicament qui va bien. Un médicament qui va bien, mais qui concerne, je ne sais pas moi, les personnes touchées par le diabète, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Euh, Personnes qui vont toucher tel ou tel, je sais pas, un cancer de la peau, que sais-je encore.
ça va concerner beaucoup de monde et donc d'une certaine manière, voilà, sur le cholestérol, enfin voilà, on pourrait démultiplier. Donc vous avez une possibilité finalement d'amortir, de rentabiliser vos recherches parce que vous allez vendre à beaucoup de gens un médicament. Et donc aussi dans la négociation avec les États, hein, puisque la négociation se font sur le plan, par exemple en Europe, il y a la négociation au niveau européen et après la négociation au niveau de chaque pays. Hein, c'est assez codifié, c'est assez structuré, c'est pas d'une simplicité biblique d'ailleurs pardon, les éléments d'organisation, de prix de médicaments, de négociation autour de tout ça, c'est quand même ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché se font pas en 2 secondes parce qu'il y a des évaluations bénéfices-risques, des évaluations de ce que ça va justement apporter par rapport au coût. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Après, on va discuter avec c'est l'avis de la commission de la transparence, le service médical rendu d'un côté, l'amélioration du service médical rendu. Enfin, ouais, il y a plein d'acteurs voilà, pour définir à la fois le prix du médicament et le taux de remboursement par la sécurité sociale du médicament. Donc tout ça, voilà, tout ça est un processus assez long, mais évidemment totalement nécessaire. Mais dans le cas des maladies rares, il y a 2 problèmes. C'est d'une part ce qu'on appelle le processus classique, hein, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire je teste, je prends une population qui n'est pas euh, qui bénéficie pas du médicament et une population qui bénéficie du médicament, qui a le même problème, et ainsi de suite. Et puis on voit, est-ce qu'il y a réellement, alors c'est pas qu'une fois, on teste sur un ensemble d'éléments et on voit, est-ce que bah, ça améliore vraiment la situation des malades. Alors, ça améliore la situation, est-ce que ça répare, entre guillemets, est-ce que ça a un effet thérapeutique très fort, mais ça peut être aussi, est-ce que ça a un effet de confort très fort. Si avec un nouveau médicament, ça ne change pas ma qualité de santé, mais en revanche, je passe de 10 prises par jour à une prise par jour, bah, il y a une amélioration de fait de la vie du malade. Donc c'est bien sûr pris en compte, même si ce médicament, fondamentalement, ne change pas la maladie. Il y a d'autres médicaments où, par exemple, prenant, on est beaucoup mieux, voilà, voire la maladie est totalement inversée, voire en tout cas elle est réduite. Hein, donc selon. Mais si je reviens sur les maladies rares, compliqué de faire les tests. Comment vous faites des tests evidence-based medicine si vous avez que 3 malades dans un pays? Alors vous allez regrouper plusieurs pays. Mais vous voyez que, donc du coup, dans certains cas, l'evidence-based medicine ne fonctionne pas de la même manière. Et donc, on va avoir un regard différent. Parfois même, c'est même des questions éthiques. Est-ce que je teste un médicament sur quelqu'un alors que je n'ai pas pu le tester sur suffisamment de personnes? Vous voyez, donc on arrive sur des questions extrêmement éthiques. En même temps, si je ne le fais pas, est-ce que je ne passe pas à côté de chances de soigner la personne ou d'améliorer sa condition? Vous voyez, donc il y a ça d'un côté. Et de l'autre côté, c'est le laboratoire, ok, qui fait des recherches, mais qui a aussi une économie à générer. Ce laboratoire avec des actionnaires, avec des salariés qu'il faut rémunérer, enfin que sais-je encore. Voilà, il y a une logique économique. Le médicament participe aussi d'une logique économique. Et le laboratoire va dire on a trouvé quelque chose d'assez intéressant, d'assez efficace, même peut-être de très efficace, voilà, mais en France, il y a 5, 7, 9, 3 personnes qui peuvent en bénéficier. En Europe, il y a 30, 50, 1000. Voilà. Mais vous voyez, donc comment je vais amortir un médicament sur aussi peu de personnes? Et donc là, d'un seul coup, le prix d'accès à ce médicament, par exemple, ou à cette solution thérapeutique, peut être extrêmement élevé. Donc évidemment, à titre individuel, s'il n'y avait pas un système de sécurité sociale, ce serait impossible pour les individus. Et donc l'État va se dire aussi, alors certains disent oui, mais attention, ça crée aussi des économies parce que parfois cette personne va vivre quand même beaucoup mieux avec ce médicament plutôt que sinon elle serait, je sais pas moi, tous les 2 jours prise en soins dans un hôpital, puis elle ressort de chez elle, ainsi de suite. En certains cas, cet investissement peut même trouver une forme d'équilibre économique. Dans d'autres cas, c'est pas vrai. Mais pour autant, il y a un équilibre humain, évidemment, de sauver des vies ou d'améliorer la vie d'un certain nombre de personnes. Oui, mais n'empêche que ce débat, on est, sont obligés de le poser. Et donc, les instances le posent aussi. Donc, vous voyez combien des maladies rares, pas si rares que ça, beaucoup de monde, mais en même temps, une économie très particulière. Et je terminerai, parce que je vois que mon ami Eric me fait des signes, et vous me direz, Eric, hein, mais on est à peu près dans les temps. Bien Euh, sûr.
Je vous en remercie, mais voilà, mais je terminerai vraiment en disant que, à la fin des fins, les maladies rares, c'est aussi, bien sûr, la recherche et c'est essentiel. Bien sûr, une qualité, je dirais même académique, parce qu'être un fer de lance sur ces maladies rares, c'est aussi, être un fer de lance, sur la science, tout simplement. Donc ça participe aussi, du rayonnement du pays, hein. Voilà. Et puis, mais c'est aussi de ne pas oublier qu'au-delà de la recherche, en santé, au-delà de la recherche des laboratoires, au-delà de la recherche génétique, c'est aussi, je dirais, la recherche en sciences sociales. Comment on accompagne mieux des personnes qui se retrouvent quand même dans des situations, heu, extrêmement rudes? Quand même se dire encore une fois, je le dis à un moment donné de l'intervention, c'est: «Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi je ne l'ai pas su avant? Est-ce que si je l'avais su avant, quelle décision j'aurais prise?» Je prends un exemple d'une personne, qui je m'étais entretenu, qui est une jeune femme, qui préside une association. Son enfant est touché par une maladie extrêmement rare et dans une situation qui est extrêmement difficile. C'est une maladie qui touche les os et ainsi de suite. Voilà, et quand on lui a dit, elle m'a dit: «Si j'avais su tout ce que ça allait conduire, je ne sais pas si j'aurais pris la même décision que celle que j'ai prise». Et puis, avec son compagnon, ils ont eu un deuxième enfant et ils ont, pu faire les tests pour savoir si l'enfant était atteint de la même, maladie et comme c'est une maladie génétique, oui, l'enfant était atteint de la même maladie. Ils ont choisi de ne pas conserver l'enfant. Enfin, un autre enfant et celui-ci n'était pas touché par cette maladie et donc ils ont choisi de, voilà, de mener la grossesse à son terme. Vous voyez? Donc ça pose aussi des problèmes énormes de problèmes éthiques, bien sûr, des problèmes individuels très forts où il n'y a aucune bonne ou mauvaise solution. Il ne m'appartient absolument pas de faire la leçon en quoi que ce soit. Mais il y a aussi ce besoin de mieux savoir pour pouvoir aider les personnes qui sont dans ces situations, qui sont de toute manière au quotidien extrêmement rudes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du bonheur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à apprendre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la joie. Je reviens sur cette femme qui disait, mais la joie que donne mon fils, qui se bat lui-même est une joie extraordinaire. Mais dans le couple, par exemple, ça a été aussi voilà, de s'organiser ainsi de suite. Donc, voilà. Donc il y a beaucoup de choses aussi qui se posent derrière. Je propose de m'arrêter là, Monsieur Koba, si vous en êtes d'accord. Et peut-être vous m'aviez dit il s'agissait aussi qu'il y ait un petit temps de questions-réponses. Oui, il y a des questions, il y a 2 questions en particulier pour l'instant, elles peuvent arriver, évidemment à mesure. Merci tout d'abord, hein, pour ce panorama, cette présentation, donc de cette situation. Alors il y a une première question, qui interroge, vous avez beaucoup insisté sur 3 plans nationaux et puis après on a l'impression qu'après 2023, il y a plus rien. Donc qu'est-ce qui se passe? On en est où? Parce que vous avez dit, voilà, on a prolongé 2022 jusqu'à 2023, mais alors pour quelle raison? Enfin, qu'est-ce qui va se passer là? C'est une très très bonne question auquel je suis à moitié en mesure d'y répondre. C'est-à-dire que ont été nommés deux copilotes d'un futur plan national Médira numéro 4. Donc normalement, c'est dans les tuyaux. Voilà. Et donc voilà, c'est dans les tuyaux et devrait se présenter en 2024, un plan 2024-2028 ou quelque chose comme ça. Et donc il y a deux copilotes, deux professeurs de médecine qui sont chargés d'organiser un peu les échanges pour qu'il y ait une proposition et que le ministre ensuite présente un plan national Madira. Mais c'est vrai qu'il y a eu, vous avez raison, il y a eu du retard qui a été pris. Alors c'est des questions de gros sous certainement, c'est des questions, vous savez, la Covid, vous savez, le système de santé, c'est quand même assez compliqué en ce moment. Donc tout ça a dû jouer, mais c'est vrai qu'il y a une attente très, très forte du secteur. Aussi parce que les chercheurs ont pris de l'avance en France. Mais il ne s'agirait pas que nous soyons rattrapés. D'autres pays ont un peu copié le système Plan national Madira en se disant, mais finalement, ça fonctionne plutôt bien. Essayons de mettre ça aussi en place, hein. Donc il y a aussi un enjeu de ce type. Et l'Europe a aussi regardé ce que nous faisions, a aussi organisé sa propre approche. Alors il y a une question là qui vient d'être posée. Hem, Parmi les maladies rares qu'ont les adultes, combien y en a-t-il de dégénératives? Très très Ça bonne représente à peu question. près Alors, oui, parce que vous avez beaucoup parlé voilà, des enfants. oui, oui, c'est vrai, bien sûr. Mais il y a aussi, bien sûr, des maladies rares pour les adultes, des gens qui vivent
avec souvent, alors en faisant attention, parce que je ne suis absolument pas un spécialiste, je ne suis pas un médecin ni quoi que ce soit, mais de ce que j'ai pu voir, vraiment, il y a toute une partie, je ne sais pas si c'est 50%, qui globalement sont stabilisés parce qu'il y a aussi des réponses médicamenteuses. La question, c'est quand il y a pas ou de thérapie génique ou autre, hein, voilà. Et il y en a d'autres où, en effet, les choses, ne s'améliorent pas, heu, au fil du temps. Donc voilà, donc il y a vraiment les 2 éléments, mais je me souviens d'échanges avec une personne, par exemple, qui m'a dit: «Moi, elle travaille dans une mutuelle et tout, où même l'entreprise a mis en place, de la même façon qu'il y a des plans aidants, par exemple, pour les personnes qui accompagnent un proche et tout ça, qu'il y a des plans pour prendre en compte les gens qui ont telle ou telle maladie chronique, bien, ils ont intégré la question des maladies rares pour permettre, par exemple, à cette personne d'avoir des temps, pas seulement des temps de télétravail, mais des temps où elle a besoin, parce qu'elle va à l'hôpital, elle a ensuite besoin de plusieurs jours pour se reprendre. Et puis ensuite, elle a tout un temps où globalement, elle n'est pas spécialement différente des collègues. Hein, donc voilà, donc là, l'entreprise s'est organisée de cette manière-là. Et elle, dans son cas, les choses sont complètement stabilisées. Donc il y a une partie des personnes qui se trouvent en situation stabilisée et d'autres où en effet, bah, le processus va plutôt vers le déclin, sauf à découvrir une nouvelle solution thérapeutique qui permettrait de s'en sortir autrement. Une autre question qui vient d'arriver. Comment évaluez-vous les collaborations européennes et mondiales de recherche pour l'identification des maladies rares? Alors, ce que j'ai pu, encore une fois, je ne suis pas un chercheur en dans ces médecines-là, hein, mais, mais il y a un certain nombre de réseaux qui ont été mis en place. Il y en a un qui est présidé par le professeur Olivier Blin, qui s'appelle Orphandev. Et il y a beaucoup et évidemment, comme souvent, les chercheurs des différents pays, parce qu'ils cherchent sur la même chose et parce qu'aussi ils sont quand même très, très minoritaires. Donc du coup, il y a moins, de concurrence, le premier qui va trouver, ainsi de suite, parce que leur premier problème, d'une certaine manière, c'est, de trouver leur place dans le système. Parce que souvent, des médecins m'ont dit, enfin des chercheurs m'ont dit: «Écoutez, moi, parfois on m'a fait des remarques dans mon hôpital ou autre en disant: "Ouais, enfin, tu dépenses beaucoup d'argent pour finalement très, très peu de monde". Alors que nous, on sauve, des milliers de personnes, quoi, hein, voilà. Et donc il y a aussi cette problématique-là. Donc du coup, il y a le système Orphandev, il y a un système, voilà, il y a plusieurs systèmes qui se sont mis en place avec parfois une difficulté de connexion, entre les uns et les autres. Mais il y a, voilà, il y a des réseaux nationaux, labellisés, c'est F-CRIN, par exemple, qui font que, et ensuite Orphandev a un système qui lui permet aussi d'être en discussion avec le monde entier, avec l'Europe, en particulier. Donc de ce point de vue-là, les choses fonctionnent plutôt bien parce que justement il y a eu cette volonté, assez forte. Et puis, l'Europe a décidé, à la fin du siècle dernier, vraiment tout à la fin, de mettre en place quand même des règlements européens, voilà, pour les médicaments orphelins, toujours dans l'idée de, bah, si c'est sur toute l'Europe, ça permettra quand même de toucher plus de personnes et donc aussi d'aider un peu les laboratoires à mieux équilibrer les choses. Et donc il y a un comité des médicaments orphelins, par exemple, qui s'est mis en place. Il y a une réglementation européenne, voilà. Et ça pousse aussi à ce que du coup, il y ait, des partages et des recherches communes entre différents labos de différents pays. De ce point de vue-là, ça marche plutôt bien. Alors, il faut noter aussi, que parfois, ce sont des associations de patients sur telle ou telle problématique qui se sont mis en contact entre eux sur d'autres pays et qui ont créé elles-mêmes des structures pour pousser un petit peu, la recherche là-dessus. Je rappelle, hein, qu'après tout, heu, l'association française contre la mucoviscidose, de fait, a été, ma maladie rare au départ, a énormément poussé la recherche et finalement d'aller chercher de l'argent, vers, on le sait, hein, le Téléthon, des choses comme ça, finalement a poussé aussi la puissance publique. Non, bah, regardez, la société, un peu comme, on peut trouver la même chose, sur le plan du VIH, hein, où ce sont au début les patients qui se sont bougés, qui ont dit: «Mais attendez, là, il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait des recherches, on veut voilà, il faut que vous trouviez». Et donc c'était aussi, la puissance de la société civile qui a fait que dans des sociétés démocratiques, on peut aussi pousser les personnes. Et ça, de ce point de vue-là, je trouve qu'on peut trouver des analogies et finalement où on voit aussi les patients ou les associations de patients. Alors sur le VIH, c'était plutôt des adultes,
qui avaient en plus souvent un capital social, un capital culturel plus élevé. Et là, c'est plutôt des parents d'enfants, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien aussi que la société civile est en capacité, en tout cas dans les pays démocratiques, de pousser un peu vers la recherche ou pour qu'on mette plus de moyens. Alors les questions donc arrivent, hein, de plus en plus nombreuses. Une question qui vient préciser la précédente justement, puis après il y en a encore une autre et encore une autre. Pouvez-vous nous présenter des exemples de dispositifs médicaux pour améliorer la vie des patients atteints de maladies rares? Alors, Que sans vous auriez rentrer dans observé les d'ailleurs, hein? comment? Que vous avez pu observer dans le cadre de votre Oui, rapport? ouais, tout à fait. Il y a eu, bah, en fait, ces filières qui se sont construites, à chaque fois, intègrent évidemment la question de la recherche, mais intègrent aussi, formation, mais intègrent aussi sensibilisation, mais intègrent aussi parfois meilleur accueil. Par exemple, ça d'une personne qui avait dit, bah, j'avais un très bon médecin, chirurgien, je sais pas quoi, mais qui en termes, humains était une catastrophe, quoi. Et donc du coup, cette personne-là est allée dans un autre centre où les gens avaient été aussi formés, tout simplement à un meilleur accueil des enfants touchés par cette maladie, par exemple. Donc voilà, donc ça se fait et ce que j'ai cru pouvoir remarquer, mais je suis extrêmement prudent, hein, c'est que cette prise de conscience a été assez forte et que beaucoup de ces chercheurs ont voulu aussi, prendre en compte la question humaine, on pourrait dire. Sachant qu'en même temps, ils passent leur vie à essayer de trouver des solutions et pas nécessairement, voilà, c'est pas nécessairement les mêmes caractéristiques et ni le temps pour évidemment être plus présent sur un aspect plus humain. Alors il y a aussi le système des IPA, hein, des infirmières de pratique avancée, qui fait que dans certains cas, on va former des infirmières à mieux connaître tous ces enjeux-là et pouvoir mieux accompagner les, non pas dans le côté recherche, dans le côté vraiment soin final, mais en tout cas, mieux accompagner les patients et les familles de patients. D'ailleurs à ce propos, il y a une question aussi qui vient juste de tomber à l'instant. Où peut-on se procurer votre rapport? C'est une très, très, très bonne question. Heu, je crois Merci. que si on tape «Observatoire des maladies rares», on arrive sur un site, où il y a le rapport qu'on peut télécharger, en open source sans aucune difficulté. Et si je ne me trompe pas, c'est juste, «Observatoire des maladies rares». Et une autre question encore, est-ce que la thérapie génique donne des résultats? Alors, encore une fois, je fais attention, je ne suis qu'un modeste sociologue, je ne suis pas mais visiblement, sur un certain nombre de sujets, oui, ça donne des résultats et les généticiens avec lesquels j'ai pu parler, qui travaillent sur ces sujets-là, se disent que alors, je pense qu'il faudrait encore ouvrir plus les choses, mais qu'on est bah, voilà, qu'on n'a pas du tout fini de découvrir des choses qui seront extrêmement utiles, à la fois dans des réponses thérapeutiques, très, très forte et aussi pour repérer plus tôt dans les diagnostics, les situations. Donc oui, oui, enfin, ils sont, mais je pense que c'est aussi, la démarche scientifique. Ce sont aussi souvent des gens de progrès. Donc c'est des gens qui ont plutôt une confiance très forte dans la science, mais de ce qu'ils ont pu voir et ce qui a déjà été fait en quelques années, il me semble qu'on puisse avoir, beaucoup d'espoir. Mais je Bah, suis très écoutez, mais prudent parce que je ne veux pas dépasser mes compétences qui sont, voilà, qui sont non, évidemment mais oui, génétiques. mais qui sont très larges parce que j'allais, d'abord vous remercier pour conclure, rappeler que précisément votre dernier ouvrage ne porte pas sur ce sujet, particulier et assez, douloureux, mais qu'il porte sur la silver economy puisque vous êtes aussi un spécialiste effectivement donc, des cheveux argentés et du grand âge. Donc c'est la silver economy pour les nuls, c'est votre dernier ouvrage et puis vous en préparez un autre puisque vous êtes, extrêmement présent, dans les librairies et également dans les médias. Donc c'est pour ça que je vous remercie, tout particulièrement d'avoir passé cette heure avec nous. Je remercie les participants ici d'avoir posé toutes ces questions. Merci à vous tous, et puis voilà donc, rendez-vous j'espère, lors d'une prochaine conférence d'HEM Santé et puis, peut-être que nous aurons l'occasion de nous croiser, à d'autres occasions. Je vous remercie, donc Serge et puis je vous remercie, toutes et tous pour, votre participation ce soir. À Merci bientôt. à tous et merci à vous, Eric.